Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on se retrouve pour un webinar autour d'un sujet qui est fortement d'actualité, qui est devenu une priorité pour les DRH, l'engagement des collaborateurs. Et les intervenants qui m'accompagnent ce matin vont vous expliquer, vont vous donner des tips et une combinaison de 3 ingrédients pour susciter l'engagement de vos collaborateurs. Donc ce matin, je reçois Natacha, Blandine et Cyril. Je vais d'abord laisser Natacha se présenter. Bonjour Natacha. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors moi je suis la responsable pédagogique d'Act4Skills et pour me décrire en un mot, je suis le couteau suisse de la boîte. Ça marche. Bonjour Blandine. Bonjour. Moi je suis directrice du développement commercial dans une entreprise apprenante. Tout un programme. C'est ça. Et enfin, bonjour Cyril. Bonjour, donc moi je suis le dirigeant de cette société, mais ça fait très longtemps que j'explique à tout le monde que je souhaite être le hope de cette entreprise. C'est un acronyme que j'ai créé, Head of People and Enthusiasm. J'explique en gros que mon rôle, c'est d'aider les organisations à faire de chaque collaborateur un collaborateur. Voilà. Ça marche. Cyril, peut-être tu peux nous expliquer pourquoi ce webinaire? Alors, ce webinaire, parce que alors moi, je suis à l'origine et historiquement un des 2 cofondateurs et dirigeants de CCLD, qui est un cabinet de recrutement qu'on a créé en 2001 avec mon associé. Et on a donné nos initiales en fait à ce cabinet. Et de ce cabinet est né dès 2015 un cabinet conseil qu'on a monté au départ avec Blandine, qui est ici présente, qui était un cabinet parce que on recrutait beaucoup de personnes pour nos clients, mais on recrutait souvent dans des baignoires qui se vidaient toutes seules et qu'à un moment donné, c'était un petit peu compliqué de voir des bons et des talents arriver dans les entreprises et au bout de 3 ans, nous dire que les personnes se désengageaient et partaient. Et donc, on a décidé de créer ce cabinet conseil qui est devenu en fait en 2020 via le rachat d'Actual. Le rachat Actual a racheté en fait CCLD. Et donc, ce cabinet conseil est devenu Act4Skills et depuis se développe et travaille vraiment sur cette idée de réengagement ou d'engagement des talents dans l'entreprise. Et encore, quand tu dis 3 ans, aujourd'hui, on a l'impression que le désengagement intervient même avant 3 ans. Ça peut être très rapide dès la phase d'onboarding. On voit des candidats qui arrivent et au bout de 3-4 mois, ils sont déjà totalement désengagés. Ça s'est fortement accéléré, on va dire, ces derniers mois, voire même avec le Covid, ces 2 dernières années. Ouais. Allez, c'est parti, je te laisse la main. Et allez, donc pour démarrer, on avait envie de vous faire un petit jeu en mode magazine. Alors, je ne vais pas citer, mais je veux dire que c'est un petit test type Marie-Claire, voilà. Et donc, ce qu'on va vous demander aux participants, c'est on va vous présenter 3 slides avec 3 photos et de vous positionner sur une des photos et donc en vous disant je suis A ou je suis B. Alors je vois qu'il y a déjà des personnes qui nous l'écrivent. Vous pouvez nous l'écrire, ça va nous amuser en plus, mais surtout gardez-le en tête sur les 3 qui vont suivre de manière à choisir A ou B. Donc la première slide, c'est la vie en entreprise pour vous, c'est voilà, plutôt A ou plutôt B. Alors c'est plutôt on peut B. Passer à la suivante. Voilà. La suivante. Ensuite, voilà, le travail en équipe pour vous, c'est alors l'image plutôt A ou l'image plutôt B. Voilà, on peut prendre quelques secondes pour que vous puissiez réfléchir. Et enfin, 3e slide. Attends, j'affiche rapidement quand même les réponses. OK. Manager pour vous, c'est plutôt A, donc l'image plutôt A, ou l'image plutôt B. On vous laisse là aussi prendre quelques secondes pour répondre. On a beaucoup de B. Il y a beaucoup de B. Ouais, on a quasiment que du B. Sur les 3 images. Quasiment que du B. Bon, très bien. Donc, on peut enchaîner. Donc, simplement, et effectivement, on savait, en tout cas, on espérait qu'il y ait beaucoup de B. L'idée, en tout cas, avec ces 3 images, c'est de se dire, si vous avez 0 B, c'est-à-dire si vous n'avez choisi que des A, et on espère qu'il n'y en a pas tant que ça, mais imaginons que ça arrive, vous connaissez sans doute les 3 ingrédients, mais a priori, vous avez décidé de ne pas les utiliser.
au quotidien. Et on a envie de vous dire que autant ça a pu marcher dans le passé, autant aujourd'hui, vous allez connaître de plus en plus de difficultés à engager les talents. Et donc, on espère qu'avec le webinaire qu'on va faire maintenant, vous allez réussir à vous poser les bonnes questions et à voir comment vous pouvez potentiellement mettre en œuvre les autres. Si vous avez eu un B ou deux B, vous connaissez en fait sûrement les ingrédients sans peut-être forcément mettre des mots en face de ces ingrédients. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez cette connaissance. Voilà, et qu'on espère en fait qu'en vous donnant les mots, vous allez réussir à améliorer encore l'engagement de vos talents. Et si vous avez eu 3B, et on espère qu'il y en a eu beaucoup, hein, comme le dit Christophe, que vous avez choisi ça, a priori, ça veut dire que vous connaissez en fait d'ores et déjà les 3 ingrédients qu'on va vous partager, que potentiellement et probablement vous les incarnez vous au quotidien. Mais souvent, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que dans l'entreprise, tout le monde puisse partager à un moment donné ces ingrédients. Et donc, souvent, il faut mettre des mots en face de ça pour réussir à mettre en œuvre. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde se l'approprie et que ça devienne en fait quelque chose d'incarné par tous les managers et tous les collaborateurs de l'entreprise. D'où l'idée que je partageais tout à l'heure, faire de chaque collaborateur un collaborateur dans l'entreprise. Ça marche. Sachant que là, dans les réponses qu'on a eues, il y a une dizaine de personnes qui ont répondu en ligne on doit être à peu près 50 là de connectés actuellement. Donc, j'imagine que les 40 autres personnes n'auraient peut-être pas forcément répondu B aux trois images. Alors, du coup, la recette, OK. C'est quoi ces 3 ingrédients? Alors, les 3 ingrédients, je vais les communiquer si ça vous va, je vais les communiquer tout de suite après. Pour simplement quand même pour illustrer mon propos, j'avais envie de dire que aujourd'hui, on le sait, et heureusement, 93% des RH déclarent que l'engagement était, et depuis le début de l'année, était et est de toute façon toujours la cause de 2022. Et pour la simple et bonne raison que on constate aujourd'hui que l'engagement, et ou plutôt le désengagement, la baisse de l'engagement, c'est vraiment mis en œuvre et ça se traduit notamment par une grande démission, alors qui arrive des États-Unis, mais qui est déjà assez bien présente en France. Et donc une démission, mais qu'on constate aussi bien de la part de collaborateurs qui sortent de l'entreprise, mais aussi de candidats. C'est-à-dire que les candidats postulent de moins en moins aux annonces au niveau de l'entreprise. Donc les RH ont envie de prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, et de se mettre dessus. Et au-delà de ça, et c'est on voit aussi que toutes les études, et notamment celle-ci, c'est l'étude Gallup qui avait été faite sur l'engagement des talents. 6% des salariés français se disent véritablement et seulement, j'ai envie de dire, engagés. Alors les causes du désengagement, on les connaît, elles sont généralement connues dans l'entreprise. On en note 3 et c'est généralement autour de sentiments. Il y a le sentiment d'impuissance. Et donc là, le sentiment d'impuissance qui est généralement lié à une problématique d'organisation dans l'entreprise. Et donc, je n'arrive pas à me sentir acteur dans ce que je fais. Le deuxième élément de désengagement, c'est le sentiment d'injustice, souvent qui vient d'un défaut d'évaluation objective des personnes dans la gestion, on va dire, de l'emploi, des parcours professionnels dans l'entreprise. L'impression qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et le dernier, c'est le sentiment de ne pas réussir à évoluer, donc à se développer, à progresser, à grandir. Et là, c'est plutôt un défaut de management. Voilà. Et donc, c'est à partir de ces problématiques de désengagement qu'on a construit, nous, les ingrédients. Je vous partage tout de suite après. C'est l'élément qui vient tout de suite après. Cette recette de l'engagement, pour que ça fonctionne, en tout cas, c'est notre parti pris, c'est nos convictions dans l'entreprise. C'est 3 grands ingrédients, le sens, le plaisir et le développement. À mon niveau, je vais vous partager des éléments autour du sens et Natacha et Blandine, qui sont présentes ici, pourront, elles, partager justement des actions, des éléments qu'on met autour du plaisir et du développement. Donc, pour le sens, alors c'est Sénèque qui disait ça, donc c'est pas récent pour le coup, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. Il écrivait il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Voilà. Donc 2 choses font avancer les hommes. Voilà. J'aime bien synthétiser ça en règle générale quand je prends la parole sur ce sujet-là. Et généralement, je réussis à capter l'auditoire à ce moment-là parce que je dis qu'il y a 2 choses qui font avancer, c'est l'argent et le sexe. Voilà. Et là, je sais que les personnes derrière leur écran se disent « Ah, et on parle de sexe pourquoi ?» En fait, dans les facteurs de motivation, vous connaissez tous la pyramide de Maslow. Et en fait, le sexe, moi, je l'écris S-E-C-C-S.
Voilà. Et en fait, c'est les 5 mots, c'est sécurité, économie, confort, considération et sentiment. Or, les 3 premiers sont des facteurs dits rationnels, hein, sécurité, économie, confort. Généralement, les entreprises appuient là-dessus pour se dire je vais motiver et je vais engager des collaborateurs parce que c'est des choses importantes malgré tout à communiquer. Et on oublie régulièrement la partie considération et sentiment qui sont des facteurs dits irrationnels. Or, on sait que ce qui fait avancer les personnes, c'est l'émotion. Et donc, on vend d'abord à l'émotion. Hein, Imovere, l'émotion, c'est je me mets en mouvement parce qu'on est allé me chercher sur des émotions. Et les 2 derniers éléments, donc la considération et le sentiment. Donc, la considération, on va dire que c'est la partie reconnaissance et la partie sentiment, c'est la partie innovation. En quoi je suis en train de changer le monde sont les 2 éléments qui sont parfois oubliés, ou en tout cas ont été oubliés pendant pas mal d'années par les entreprises et qui en fait vont autour du sens. Et donc, c'est ce qu'on a traduit ici par c'est quoi le projet? Donc, en quoi je suis en train de changer le monde? C'est le dernier S du sexe que je présentais tout à l'heure. Et moi dedans, et donc la reconnaissance, en quoi je suis considéré et en quoi je suis utile à l'intérieur de ce système, à l'intérieur de cette mécanique. Oui, c'est ce qu'on voyait récemment, les personnes cherchent plus des missions qu'un poste en tant que tel. Ils cherchent à travailler et à ce qu'on leur propose des missions qui soient pertinentes, en accord avec leurs attentes et qui les engagent dans l'entreprise plus qu'un poste un peu flou. Exactement. Et au-delà même de leur propre mission à eux, c'est quelle est la grande mission de l'entreprise. Et du coup, qu'est-ce que je fais moi à l'intérieur de tout ça? En quoi j'ai un impact positif dans ce qui est en train d'être mis en œuvre. Alors, il y a Steve qui n'a pas bien compris le sigle sexe. Est-ce que tu peux redire à quoi correspondent les lettres? Avec plaisir. Donc, le sexe qu'on écrit S-E-C-C-S, voilà, chez Act for Skills, ça nous amuse. Et donc, les 3 premiers, c'est sécurité, économie, confort. Voilà, 3 facteurs dits rationnels. Et les 2 autres facteurs dits irrationnels sont considération et sentiment. Voilà, considération, la reconnaissance et le sentiment, la partie notamment innovation de l'entreprise, en quoi cette société ou cette entreprise est en train de changer le monde. Voilà, si je veux le simplifier. Merci Christophe, je vois que c'est en train d'être repris sur le chat. Et donc ce sens, et c'était là le propos que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est tout le travail que l'entreprise est censée faire autour de ce qu'on appelle aujourd'hui de manière assez simple la marque employeur. Et on pense que derrière ce terme-là, souvent, c'est uniquement de la com. Et donc, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que non, la marque employeur, ce n'est pas de la com. La marque employeur, en fait, c'est une contraction de 2 mots qui veut dire l'identité employeur de la marque. Donc, en amont, on a travaillé la marque et on traduit cette identité employeur. Et en fait, pour que cette identité employeur, elle ait un impact, il faut qu'il y ait des actions autour de ça. Et quand on veut simplifier le système, et c'était aussi l'idée, en tout cas, de vous partager des tips aujourd'hui, l'identité employeur de la marque, si on veut qu'elle ait un impact et qu'elle soit cohérente, congruente, que les personnes se disent, bah oui, on est en train de travailler sur un projet et en plus, on fait des choses pour de vrai autour de ce projet, il faut le traduire autour de ce qu'on a appelé les 3 C, voilà, les candidats, les collaborateurs et les clients. Et tout ce système-là doit être un système qui doit être le plus cohérent possible. Au niveau psychologique, on parle de congruence, pour le coup, parce qu'en fait, cette marque employeur ou cette identité employeur de la marque, elle a 4 grandes vertus. Alors, on pourrait certainement noter des tas d'autres, hein, mais nous, on travaille vraiment sur les 4 vertus que je vais vous donner, sur le fait que quand on donne ce sens-là, on arrive à se créer ce genre de choses. 1, d'attirer de nouveaux talents. 2, de développer la fierté et le sentiment d'appartenance. 3, c'est le côté impact positif sur l'image, la notoriété de l'entreprise. Et en fait, on crée grâce à ça les conditions d'une performance économique qui va être durable, puisqu'en fait, l'humain est le seul avantage concurrentiel durable d'une entreprise. Le reste se copie plutôt facilement. Et donc, souvent, quand on travaille autour de ça, les entreprises nous disent « oui, mais vous êtes pénible parce que c'est un peu long à mettre en œuvre, c'est compliqué. Pour le terme qui est même utilisé souvent, c'est chiant votre truc, parce qu'il faut mettre des mots en face de choses qu'on met en place. Mais en fait, c'est le bon moyen pour l'entreprise de véritablement, et là on revient sur le slide qui était avant, de s'intéresser au talent en tant que tel, et donc démarrer la transformation vertueuse qui doit démarrer aujourd'hui par l'entreprise. Et on parle souvent aujourd'hui de plus en plus c'est un concept psychologique qui est bien utilisé, la symétrie des attentions. Voilà. Les neurosciences sont venues expliquer en quoi cette symétrie des attentions fonctionnait. C'est les neurones miroirs. Donc en fait, quand
je prends et je mets de l'attention à l'autre quand je lui souris, l'autre me sourit. Voilà. Si je ne mets pas d'attention à l'autre, l'autre me renverra cette non-attention de la même manière. Et donc, le fait de travailler en amont sur cet élément de sens permet en fait de commencer à mettre en œuvre normalement les notions de plaisir. Et c'est là que je laisse la parole, du coup, à notre amie Natacha. Merci Cyril, jolie transition en effet. Le plaisir, c'était important de vous en parler parce que déjà il fait écho chez chacun d'entre nous de façon très différente. Mais ce qui nous paraissait essentiel de vous rappeler, c'est que le plaisir n'est pas le bonheur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait l'entreprise n'est pas responsable du bonheur de ses collaborateurs. Cependant, l'entreprise a la responsabilité de créer les conditions du plaisir plutôt, et donc par ricochet de l'enthousiasme. Et le plaisir est important, mais attention, il ne fait pas le bonheur non plus. C'est un peu comme l'argent, quoi, vous voyez, selon le vieil adage. C'est-à-dire qu'il y contribue, mais ce n'est pas la solution à tout. Donc, cet ingrédient-là, il se décline de cette façon-là. C'est comme moi, en entreprise, je fais en sorte de créer les conditions du plaisir pour que chacun puisse s'y retrouver. Et donc, je génère de l'enthousiasme auprès de mes collaborateurs et je crée une ambiance de travail dans laquelle chacun va pouvoir venir trouver sa source de plaisir. Et du coup, éprouver du plaisir au quotidien à venir. À l'heure où toutes les entreprises se demandent un petit peu comment elles vont gérer le retour au bureau, si on en est encore là, ou comment on crée du plaisir à se retrouver ensemble, eh ben, finalement, vous allez avoir un certain nombre de solutions derrière vous permettant de créer ces conditions du plaisir, parce que l'enjeu pour toutes les entreprises aujourd'hui est très fort, en travaillant en mode hybride la majorité du temps et pour la majorité des boîtes. Mais le plaisir, c'est aussi se dire que ce n'est pas qu'un baby-foot, c'est pas que de la com, comme disait Cyril juste avant. C'est-à-dire, on aimerait bien que ce soit aussi simple que de mettre une table de ping-pong, un baby-foot, des fauteuils confortables. Ça y contribue certainement. Mais le plaisir, c'est en entreprise, en tout cas pour générer de l'engagement au travail, c'est avoir la possibilité de bien faire les choses. Donc, c'est le plaisir de bien faire son travail. Et pour ça, l'entreprise, c'est pareil, elle a une responsabilité, c'est de donner les moyens à chacun des collaborateurs de pouvoir bien faire les choses. Donc, de tester, de faire tester, de tester soi-même en tant qu'entreprise aussi, pour que chacun puisse se mettre en mode effectuation. Si je peux utiliser ce terme un poil barbare. En tout cas, c'est de donner l'opportunité à l'ensemble de vos équipes et à l'ensemble de vos collaborateurs, et à vous aussi en tant qu'entreprise, de faire des choses, de les tester, de se tromper parfois, pour générer ce sentiment qu'on a tous envie d'éprouver, qui est le plaisir d'avoir bien fait les choses et d'avoir pu les faire. D'ailleurs, ça me fait penser, pour faire le lien avec ce que vous disiez, Cyril, sur les émotions notamment. Il y a 4 émotions primaires, on va dire, chez les êtres humains. Il y en a 3 qui viennent nous alerter sur un certain nombre de sujets. Et il n'y en a qu'une seule que notre cerveau essaye de reproduire en permanence. Et c'est la joie. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui fait des vidéos très bien sur le sujet. Si vous avez envie d'aller voir, pardonnez-moi l'expression, mais c'est le titre de sa série. C'est « Et tout le monde s'en fout ». Il l'explique très bien. Donc, votre rôle demain, pour engager les talents, c'est de créer les conditions du plaisir et de l'enthousiasme. Parce que le plaisir est source de performance. Maintenant qu'on s'est dit ça, on fait quoi? On va travailler sur 2 choses. Alors, c'est pas que de la com, mais un peu quand même. C'était la première action que j'avais envie de vous proposer, c'est de travailler autour de la fluidité de la communication dans l'entreprise. Si on veut donner envie aux gens de se retrouver et de s'engager dans ce qu'ils font, peut-être qu'un des premiers axes serait de les aider à mieux communiquer, et ça dans toutes les strates de l'entreprise. C'est-à-dire comprendre qu'on a tous le même besoin en matière de communication, qu'on fait tous comme c'est confortable pour nous, mais ce n'est pas forcément confortable pour l'autre en face. Il y a un outil assez intéressant avec lequel on n'est pas marié, mais pour lequel on a beaucoup on va dire, d'enthousiasme. C'est le DISC, pour ceux qui le connaissent, le langage des couleurs. Pourquoi? Parce qu'il est très opérationnel, il se met au service de tous les métiers de l'entreprise, de tous les collaborateurs de l'entreprise. En tout cas, tant qu'on a envie de faire l'effort de s'adapter à l'autre. Et du coup, de générer une communication qui est plaisante pour notre interlocuteur, qui va le mettre en mouvement. Et enfin, la dernière action que je pourrais vous proposer, c'est, on s'est dit qu'on prenait du plaisir en faisant, donc on va aller chercher à développer l'autonomie de nos collaborateurs, leur permettre de faire. Et pour ça,
ça va passer par le développement des compétences, mais je ne vous en dis pas plus parce que c'est Blandine qui va prendre la suite pour vous donner le troisième ingrédient de comment on fait grandir au sein de l'entreprise. Alors, juste une aparté, on parle d'engagement, on parle de plaisir. Oui. Et la motivation? La motivation, elle est intrinsèque à la personne, en fait. Vous pouvez pas, c'est comme le sens, c'est-à-dire vous ne pouvez pas donner le sens à quelqu'un, entre guillemets, il va venir chercher le sens. Donc, c'est à l'entreprise, c'est comme la motivation, de proposer un panel de choses au sein de l'entreprise qui va permettre à chacun de venir nourrir sa propre motivation. Et il y a un intérêt à aller comprendre ce qui motive les gens, pour le coup. Non, c'est important, je mets l'accent là-dessus parce qu'il y a beaucoup de RH qui confondent engagement et motivation, qui sont quand même deux notions complètement différentes. Exactement. Je peux être motivée en me levant le matin pour aller au travail et pour autant, je ne vais pas me percevoir forcément comme engagée. Parce que c'est bien une question de perception chez le collaborateur. Hein. Donc, la responsabilité, on va dire, de l'entreprise, elle est plutôt sur ma capacité à créer ces conditions-là pour que chacun puisse venir nourrir sa motivation et se sente engagé, parce que c'est véritablement un sentiment d'engagement. Un point important, par exemple, c'est que bien souvent, une augmentation de salaire vient renforcer la motivation, mais l'engagement dans une très moindre mesure. Donc, c'est important pour les RH de comprendre ça. On est d'accord. Et même, j'ai envie de vous dire ou pas, parce que si moi, je ne cherche pas à avoir la reconnaissance à travers mon salaire, c'est pas ce qui me motive. C'est chouette, vous allez me donner une augmentation de salaire, je serai contente, je gagnerai mieux ma vie, ça va me simplifier mon quotidien, mais ça ne va pas forcément m'engager plus dans mon travail. À condition que tu perçoives le salaire comme une reconnaissance. Exactement. Beaucoup de personnes. Blandine va en parler après, mais les moteurs vraiment des gens, c'est-à-dire ce qui me fait lever le matin, ce qui me fait me mettre en mouvement, on a des moyens de le détecter chez les gens, l'objectif étant de le nourrir au maximum. Après, il n'y a pas de baguette magique non plus. Hein. Quand on intervient en entreprise, on explique régulièrement que la rémunération, notamment, est en fait un facteur de démotivation. Ce n'est pas un facteur de motivation en soi, c'est un facteur en tout cas de démotivation. C'est-à-dire que si on n'a pas une rémunération qui est cohérente ou correcte par rapport au reste du marché, forcément on va se démotiver parce qu'on se dit tiens, je ne comprends pas pourquoi moi je ne suis pas au moins au même niveau que les autres sur telle ou telle chose. En revanche, une augmentation fait qu'une personne en fait va combler un certain nombre de désirs, mais va augmenter son niveau de vie en fonction de son nouveau niveau de rémunération. Et en fait, au bout de 6 mois, cette notion qu'on pourrait appeler de bonheur, pour le coup, qui est liée à cette nouvelle rémunération, devient transitoire. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 6 modonc quand on a atteint de nouveau ce nouveau niveau de vie, on se dit en fait, qu'est-ce que je vais désirer de plus? Donc là, les philosophes ont énormément de travail autour de ces sujets-là. Hein, donc c'est aussi pour ça que nous, on explique régulièrement que attention, la rémunération, c'est un facteur de démotivation. Ça peut pas être un élément de motivation au niveau de l'entreprise. D'où le fait de travailler sur le sens et de travailler sur l'accompagnement. Et là, effectivement, Blandine prend la parole autour de ça. Parce que le plaisir est une sensation éphémère. C'est pour ça qu'on cherche constamment à la reproduire. D'où le sexe tout à l'heure, pour faire la transition. On peut aussi partager un petit tip, si vous voulez. La psychologie positive nous aide à nous dire que, en fait, pour être motivé au quotidien, il faut utiliser des éléments qu'on aime faire. Parce que quand on fait ce qu'on aime, a priori, on est plus attentif à ce qu'on fait et on a de meilleurs résultats. Et il existe des tests sur les 24 forces de caractère, notamment, qui sont toutes gratuits, qui se trouvent sur Internet, etc., sans aucun problème. Le fait d'utiliser dans son quotidien et donc d'aider les collaborateurs à utiliser ces éléments dans leur quotidien, les 5 premiers, on va dire, entre les 3 et les 5 premiers, c'est se donner la possibilité de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et donc d'être plus engagé, d'être plus performant. Ça marche. Alors, Blandine, le troisième ingrédient. J'ai cru qu'il n'allait pas me laisser parler, dis donc. Troisième ingrédient, parce qu'en effet, il y a 3 ingrédients. Le développement, en fait, on fait un constat tous aujourd'hui, le monde change, le monde a changé, l'entreprise également, et l'entreprise se doit d'être agile. En fait, derrière le développement, il y a cette notion d'accompagnement des trajectoires professionnelles de nos collaborateurs. Comment on fait ça? Eh bien, pour développer en fait l'engagement de nos collaborateurs, une des solutions, c'est de transformer nos managers en coach.
Alors, c'est écrit partout, on le voit partout et on nous le rabâche depuis quelques mois, voire quelques années. En fait, comment on fait ça? On les positionne plutôt en ressources plutôt qu'en sachant. Et on va mettre à leur disposition, donc à disposition des managers, des outils qui vont leur permettre d'identifier les leviers à utiliser pour mieux connaître les besoins et les motivations dont vous parliez tout à l'heure de leurs collaborateurs. Plus ils vont maîtriser, connaître, savoir comment motiver un collaborateur, de quoi a besoin un collaborateur, plus ils vont pouvoir le développer. On va aussi les aider à mieux recruter à l'image du projet d'entreprise, à l'image des valeurs de l'entreprise. Un des outils que l'on peut mettre en place et utiliser dans l'entreprise, c'est le référentiel de compétences. Et puis, on va construire ce qu'on appelle une GEPP. C'est bien. Hein, c'est bien ça. C'est bien, c'est à la page. Ça veut dire quoi? C'est la gestion des emplois et des parcours professionnels. Pourquoi? Pour offrir des perspectives de carrière aux collaborateurs. C'est en gros permettre aux collaborateurs de se projeter dans l'entreprise, répondre à la question que vous vous posez régulièrement, vous vous voyez où dans 5 ans, vous vous voyez comment dans 5 ans. Vous avez plein de collaborateurs qui sont incapables de répondre à ça ou qui répondent des trucs hyper galvaudés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne se projettent pas dans l'entreprise. Et puis, on a souvent des RH qui nous disent moi, je ne comprends pas, je recrute et j'ai un taux de turnover incroyable dans l'entreprise. J'ai des collaborateurs qui nous quittent en période d'essai, qui nous quittent dans la première année et je ne comprends pas pourquoi. Souvent, c'est dû à ces perspectives-là, à cette façon dont le collaborateur se projette ou non dans l'entreprise. Et puis, c'est aussi développer leurs compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire former les collaborateurs. Alors, former sur quoi? On a de temps en temps des clients qui nous disent moi, je voudrais mettre en place une formation, je ne sais pas trop, peut-être sur cette thématique-là. Bon. En gros, on n'a pas mesuré les écarts. On n'a pas identifié ce dont véritablement avait besoin le collaborateur versus la mission qu'il a, le poste qu'il occupe. C'est lié, bien sûr, au référentiel de compétences dont je parlais tout à l'heure. On y revient, c'est-à-dire que si on n'a pas de référentiel de compétences, on va avoir du mal à mesurer des écarts et donc on va avoir du mal à mettre en place un plan de formation qui sera véritablement adapté à chacun des collaborateurs, c'est-à-dire qu'on va parler aussi de formation individualisée. Tout le monde n'a pas besoin de la même chose sur le même poste. C'est pas vrai. L'entreprise de demain, elle sera apprenante ou elle ne sera pas. Aujourd'hui, vous avez des collaborateurs qui quittent les entreprises parce qu'ils ont fait le tour du poste. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça. Le collaborateur, il vous dit au bout de 13 mois, 14 mois, j'ai encore eu le cas hier, une jeune fille qui a 24 ans et qui me dit « Je suis sur ce poste-là, mais j'ai fait le tour. » Mon Dieu. Au bout de 11 mois, elle a fait le tour. C'est que son manager, il n'a pas su lui dire qu'elle n'avait pas fait le tour, elle avait encore plein de choses à apprendre, mais en l'occurrence, elle s'ennuie, elle n'est pas nourrie et elle considère du coup qu'elle a fait le tour du poste. Donc, vous voyez bien que tout ça, ce n'est pas non plus que de la com. Alors, tout à l'heure, on disait il n'y a pas de baguette magique. Moi, j'ai discuté avec une DRH d'une grande mutuelle qui correspond parfaitement pour illustrer ce dont tu viens de parler, notamment la posture du manager et puis les référentiels, la projection, développer l'employabilité des collaborateurs, etc. Mais si je reviens sur la posture de manager-coach, par exemple, dans cette grande mutuelle, on sait que tout le secteur subit une profonde mutation des métiers.
du management, de l'ensemble des métiers, avec des nouveaux métiers de data scientist, etc. Donc, il y a un grand bouleversement pour des milliers de collaborateurs. Comment on fait finalement pour accompagner un manager qui était un sachant, par exemple, parce que initialement dans les mutuelles, les prévoyances, etc., les managers, c'était des experts métiers. Des experts, Comment oui, tout à ces fait. personnes-là vont devenir manager? En fait, on va essentiellement travailler sur leur posture et travailler également à leur donner des outils qui vont leur permettre de mieux comprendre, mieux communiquer, mieux connaître les besoins de leurs collaborateurs. En fait, le manager coach, c'est une posture différente. Ça n'empêche que le manager, il peut toujours être expert, mais ce n'est pas ce qu'il va mettre en avant dans un premier temps. Il va se mettre en posture qui va permettre aux collaborateurs de grandir. Et il va donc accompagner son collaborateur pour que son collaborateur puisse grandir et ne pas lui donner l'information, ne pas faire que de passer une information ou de passer son expertise auprès du collaborateur. C'est vraiment faire grandir son collaborateur. Ouais, puis ça peut être aussi, pour beaucoup de managers, la légitimité se gagne au travers de l'expertise. En tout cas, c'est la sensation qu'on peut parfois avoir. Et c'est de leur faire voir que la majorité des collaborateurs, et je dis bien pas tous, mais la majorité, n'attendent pas de leur manager des réponses à toutes les questions ou un savoir inépuisable sur l'ensemble des sujets. Ils attendent pour beaucoup du soutien, de l'aide, de l'accompagnement et les aider à trouver leurs propres solutions. Quand on les accompagne sur la posture de coach, on va vraiment leur faire prendre conscience de ça, en fait. On n'attend pas de toi que tu saches tout faire en tant que manager, on attend de toi que tu sois celui qui éclaire le chemin de l'autre, quoi. En gardant en tête que la position hiérarchique fait que les managers ne seront jamais des coachs comme on les entend au sens d'un coaching traditionnel classique, hein. C'est bien une posture apprenante, en fait. Cyril l'explique souvent comme ça, c'est assez juste. C'est de dire, en fait, mon rôle en tant que manager, c'est d'aider mon collaborateur à grandir. Quand je m'y prends, et je ne vais pas faire pareil avec tout le monde d'ailleurs. Ce n'est pas une posture d'ailleurs qui est lisse, hein. Je ne peux pas accompagner tout le monde de la même façon parce qu'en fonction du degré de motivation, du degré d'autonomie, du degré de compétence des uns et des autres, je ne vais pas leur fournir les mêmes solutions ou les mêmes idées. Ça veut aussi dire que les managers, dans leur principale mission, c'est de manager. Aujourd'hui, la principale mission d'un manager, elle est souvent opérationnelle. Donc ça implique aussi que l'entreprise se dise que je développe de la performance quand mon manager passe la majorité de son temps à manager et donc à accompagner, à faire grandir, plutôt qu'il le fait quand il a le temps, quoi. Alors, l'autre point que tu as abordé, c'est les référentiels de compétences. Et là, pareil, petit constat, on a fait 2 ou 3 études depuis novembre dernier. Alors, pas forcément tout orienté GPEC, GEPP. On a fait une étude, par exemple, sur la gestion des talents, l'évolution pendant le Covid. Ensuite, on a fait une étude sur la mobilité interne. Et à chaque fois, on a posé la même question. Est-ce que vous avez un référentiel de compétences et est-il à jour? Donc, en tout, sur ces études, on a dû balayer pas loin de 2000 répondants. Ouais. Toutes études confondues. Moins de 20% des entreprises ont un référentiel de compétences à jour en France. Donc ça, c'est quand même un constat flagrant et ça montre vraiment la réalité du chemin à parcourir. Parce que comme tu l'as dit, un des facteurs pour générer de l'engagement, c'est aussi de pouvoir donner aux collaborateurs de la visibilité dans son job et sur un parcours professionnel possible dans l'entreprise. À partir du moment où on n'a pas de référentiel de compétences existant, c'est tout juste impossible, en fait. C'est tout juste impossible et oui, tu as raison. En fait, il y a une grande majorité des entreprises qui n'a pas de référentiel de compétences ou qui a un référentiel de compétences qui date de 1987. Donc, qui n'est plus du tout à jour, évidemment, avec des postes qui n'existent plus peut-être dans l'entreprise ou des postes qui ont fortement évolué. Et sur lesquels on est incapable de mesurer l'écart du collaborateur. Et puis, je réponds aussi à une question qui est notée là, par Steve, qui dit
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est générationnel, le fait que les jeunes collaborateurs pensent avoir fait le tour de la question? Alors, j'ai envie de répondre que ce n'est pas forcément générationnel. En revanche, à eux, on leur a dit, vous allez faire 14 métiers différents dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à changer de voie, de job, d'entreprise, de secteur. Donc, ils sont formatés comme ça, mais ils ne sont pas nés comme ça. C'est nous qui les avons accompagnés de cette façon-là. Et je fais le lien avec le référentiel de compétences. Quand je n'ai pas de référentiel de compétences, quand un collaborateur me dit « j'ai fait le tour du poste, je vois pas ce que j'ai à apprendre », si moi, en tant que manager, je ne suis pas en capacité de lui dire « il te reste ça, ça et ça » pour pouvoir évoluer demain, eh ben, il s'en va, clairement. Et en fait, le référentiel de compétences, il sert aussi au pilotage managérial. Il sert à recruter, bien évidemment, mais il sert aux managers à les accompagner sur ces sujets-là. C'est en partie ce qui est responsable des problématiques de recrutement que tout le monde rencontre. Parce qu'au final, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche, quoi. Donc, on y va un peu... je vais être un peu clivante, mais on y va un peu au pifomètre, quoi, en se disant je vais voir si le type il est sympa, s'il colle plutôt bien, je vais gratter des compétences techniques, et puis au final, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche. Et si vous regardez le turnover des moins d'1 an dans les entreprises, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait la problématique de départ, elle est liée à un système d'évaluation qui n'est pas suffisamment structuré autour d'un référentiel de compétences qui permet aux collaborateurs, aux entreprises, de traverser les évolutions sociétales, en fait, économiques, auxquelles on est confronté de plus en plus régulièrement et de plus en plus rapidement. Typiquement, le management intergénérationnel, c'est le sujet du moment. Mais depuis que le monde est monde, en fait, il y a des différences de génération. Donc, depuis que le monde est monde, il y a des problématiques de management intergénérationnel parce qu'on s'attache à la dimension managériale, mais fondamentalement, c'est lié à une question sociétale. Et quelles sont les transformations de la société qui font aujourd'hui qu'on a des difficultés entre générations? Et quand on répond à ces questions-là, du coup, on adapte son management à la société. C'est lié avec depuis le Covid, on est tous passés au télétravail, en tout cas pour tout ce qui était télétravaillable. Il n'y a pas un choc des générations, il y a juste un changement profond des modes de travail et de la société auquel on a, entre guillemets, l'obligation de s'adapter. Si on ne le fait pas, on va dans le mur. Et le référentiel de compétences, il vient véritablement aider l'entreprise à passer toutes ces transformations-là. En plus, c'est un très bon exemple, le Covid et le passage forcé en télétravail où tout le monde s'attendait à ce que les jeunes générations soient hyper à l'aise dans ce dispositif. Ouais. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était plus les profils confirmés seniors qui ont été à l'aise, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus autonomes. Exactement. Que les juniors qui se sont sentis délaissés, oppressés, seuls chez eux. Donc, ces problèmes de génération et de management, ils ne sont pas nouveaux. Hein. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais les mêmes questions, les mêmes problématiques qu'on peut voir aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment un sujet... je dirais que le sujet n'est pas traité correctement depuis toujours, en fait. Exactement. Et pour rebondir sur l'analyse tout à l'heure des motivations, au niveau évaluation, en règle générale, on parle d'affinité motivationnelle. Et en fait, quand on veut tâcher de les catégoriser dans le cadre d'un entretien structuré, en fait, on cherchera toujours à savoir quelle est l'affinité motivationnelle sur le marché, l'entreprise, le poste et le manager. En quoi, en tout cas, je vais pouvoir être accroché à un moment donné à la manière et au mécanisme de fonctionnement de mon manager. Et déjà, quand on est capable d'analyser sur un entretien ces affinités motivationnelles ou les motivations autour de ces 4 points, et donc il faut être capable de poser les bonnes questions pour ça, on a déjà fait un grand pas dans le fait de choisir une personne qui, a priori, aura des aspirations qui vont correspondre sur les 4 éléments qu'on retrouve dans le quotidien en permanence du collaborateur dans l'entreprise. Il y a une remarque de Jean-Paul que je partage, qui dit malheureusement on a gonflé l'ego des jeunes en leur faisant croire qu'ils étaient les meilleurs et qu'ils valaient cher. Ça, je suis assez d'accord sur cette remarque. Sur ce qu'on a fait dans les écoles de commerce, tout à fait. Ce qui justifie les 12 ou 15 000 euros de frais de scolarité par an. C'est du commerce. Puis après, c'est intéressant de réfléchir l'engagement de façon globale et pas en termes de durée. Pour certains, on est biberonné à avoir passé 10, 15, 20 ans dans la même entreprise.
Et ça serait ça, presque, qui serait l'engagement. Sauf que dans le fond, c'est plutôt l'intention que je mets dans mon travail et la recherche que je vais avoir de performer pour l'entreprise. Et derrière performance, on parle autant d'économique que d'humain. Et si on continue à espérer avoir des personnes qui vont rester 20 ans dans la même entreprise parce qu'on se dit que c'est comme ça que nous, on a vécu les choses, on se revoit un peu, quoi. L'engagement, c'est plutôt le sentiment que vous avez chez vos collaborateurs à l'instant où vous en parlez. Ils resteront pas. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais ça doit pas être le Saint Graal, quoi. Après, pour répondre à cette problématique d'humilité, ça passe aussi par la posture justement du manager coach, manager apprenant, etc. Si on est en direct auprès de ces personnes et qu'on leur dit ou qu'on essaie de leur expliquer qu'ils vont manquer d'humilité, on a tout faux pour moi. C'est pas comme ça que ça fonctionnera. Mercury, pour le coup, dans les années 70, avait déjà la réponse à ce système-là. Tout à l'heure, on disait, en gros, il faut questionner, il faut que les personnes soient acteurs, mais les techniques de questionnement managériaux de l'époque, tout à l'heure, j'ai parlé du sexe, j'ai vu que ça plaisait à certains, donc je peux réutiliser des choses qui étaient utilisées par eux, qu'on appelle le FOCA. C'est des techniques de questionnement en forme d'entonnoir, mais qui fonctionnent très bien quand on veut être un manager apprenant. C'est-à-dire qu'on a beau avoir la réponse, on va plutôt aller vers la personne pour la rendre acteur en lui disant « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, c'est le F de FOCA, c'est les questions de fait. Ensuite, l'opinion. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce fait? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Le C, c'est le C de changement au niveau du FOCA. Qu'est-ce que tu aurais pu faire ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre? On s'inclut à l'intérieur, mais on rend la personne acteur. Et le A de FOCA, c'est l'action. Qu'est-ce que maintenant tu vas faire pour pouvoir changer les choses dans cette situation? Ou si tu te retrouves confronté à cette situation, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre? Et la réponse, on l'avait peut-être déjà en tant que manager. Hein. Mais si on arrive en expliquant « tu as manqué d'humilité, ça ne s'est pas bien passé » ou « tu aurais dû faire comme ça », la personne n'apprendra rien et n'aura pas le sentiment de progresser. Alors que si on le rend acteur, en fait, il va voir que ce n'est pas si facile que ça d'avoir d'abord une solution. Et puis, une fois qu'il a la solution, de la mettre en œuvre, bah, ça prend toujours un peu de temps. Donc c'est le rôle du manager apprenant, voilà, pour moi. D'accompagner, en fait. C'est ça. Exactement. Donc, c'est pas de la com. C'est pas que de la com. Pas que. Faut qu'il y en ait quand même un peu, mais pas que. Alors, si on résume ce qu'on s'est dit là pour l'instant, les 3 ingrédients, c'est redonner du sens au travail, redonnant du sens et faire en sorte que le collaborateur ou le futur candidat se dise « Ah oui, ça a du sens pour moi, ce que je vais faire dans cette entreprise », qu'il y trouve du plaisir à venir travailler. Donc ça passe par les conditions de travail, l'accompagnement, les perspectives qu'on peut lui offrir dans l'entreprise, et puis aussi peut-être le réseau des autres salariés dans lequel il va venir s'intégrer. Et puis tout ça, bien évidemment, dans une logique de développement de son employabilité, le temps qu'il va rester dans l'entreprise. Et donc lui offrir potentiellement les formations dont il a besoin, mais des formations qui soient adaptées à son besoin personnel et pas forcément à une fiche de poste générale, on va dire. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, très bien. On a parlé pendant pas mal d'années de management différencié et on est exactement effectivement dans la même logique aujourd'hui dans la formation. C'est de la formation différenciée, c'est-à-dire que la personne doit avoir l'impression de progresser tant professionnellement que personnellement dans ce qui est en train d'être mis en œuvre par l'entreprise. Bon, il y a Jean-Paul qui fait c'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est aussi pour ça que on explique régulièrement que dans le cadre des référentiels de compétences à mettre en œuvre, il faut des référentiels de compétences dites techniques, parce que c'est quand même important dans l'entreprise, avec des éléments qui sont liés à l'entreprise, mais aussi des référentiels de compétences observables et qui sont liés souvent aux valeurs d'entreprise. C'est-à-dire que les valeurs ont des comportements observables qui sont OK et qui ne sont pas OK dans une entreprise. Hein. Et le fait de laisser l'opportunité aux personnes d'évoluer dans l'entreprise qui ont les comportements observables et donc qui sont liés aux valeurs d'entreprise montre là aussi la cohérence à un moment donné d'un développement durable d'une société qui laisse en tout cas s'épanouir des personnes qui, a priori, ont les vertus, parce que c'est un peu ça, hein, les valeurs, hein, en règle générale, hein, pour les entreprises, ont les vertus qui correspondent bien à cette société. Oui, Jean-Paul faisait la remarque sur le développement de la culture du feedback positif, mais même de la culture du feedback en général. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des leviers
et c'est pas en place dans beaucoup d'entreprises. Hein. Je connais assez peu de managers qui vont aller voir leurs collaborateurs pour leur dire ah, c'est bien ce que tu as fait. Par contre, pour leur dire t'as fait de la merde, ça va aller. De mettre le doigt là où ça fait mal, ouais, c'est plus facile en fait. On a encore mieux, on a la technique. Alors que là, je te dis un truc positif, je te fais passer un message négatif et je remets du positif. C'est ce que tu allais dire, Cyril? J'allais dire effectivement l'art du feedback, c'est d'être capable de démarrer par du positif, donner un point d'amélioration et terminer par une note qui va réenthousiasmer le collaborateur qui ne termine pas sur quelque chose où effectivement on vient de lui mettre une claque. En règle générale, on part pas après une tarte, on part pas la tête haute pour démarrer une bonne journée. Voilà. Donc, il faut faire des choix dans le feedback. Soit je fais un feedback positif et je m'arrête là. Soit j'ai un retour et un axe d'amélioration à te proposer et je ne te l'enveloppe pas dans un papier cadeau avec un début et une fin qui semblent être positifs. C'est un peu… Alors, c'est comme ça qu'on a appris pendant des années. La communication. Ouais. Mais en même temps, on a appris ça dans des formations management pendant des années. Ça a toujours été un peu pernicieux comme approche, quoi. Tu vois, le collaborateur, il sent bien qu'il est pris en sandwich, en fait. Et que du coup, le message n'est pas clair, quoi. Hein. L'intention, elle n'est pas évidente. On est en train de me faire quoi, un feedback positif ou un feedback négatif? Déjà, commençons par faire du feedback, puis après, on s'améliorera encore sur la pratique. Mais c'est sûr que ce que tu décris, hein, les entretiens de félicitations, c'est quelque chose qu'on voit très peu en entreprise, malheureusement. Qu'est-ce que c'est bon pour les collaborateurs? En termes d'engagement, là, pour le coup, ça fait un effet waouh. Mais comme tu le dis, il y a beaucoup d'entreprises où il y a zéro feedback tout court, qu'il soit bon ou mauvais. Des fois, il n'y en a pas du tout. Et d'autant plus en télétravail. Et alors ça, pour le coup, c'est un vrai sujet, parce qu'il n'y a rien de pire pour un être humain que d'être ignoré. C'est-à-dire qu'il préfère avoir un retour négatif parce qu'il est considéré, ça lui donne une existence, que de ne pas en avoir du tout. Donc s'il y a bien un truc qui est atroce, et la pire chose qu'on pourrait faire à quelqu'un, c'est de ne pas lui parler, c'est de l'ignorer. Parce que ça, c'est pour un être humain, c'est très complexe à gérer. Alors, petite question qu'on va vous poser. Quelle action rêvez-vous de mettre en place tout de suite pour votre entreprise? Je vais vous partager. Voilà. Vous allez pouvoir voter. Alors, dans les réponses possibles, écrire ou réécrire un projet d'entreprise qui fait sens, traduire les valeurs d'entreprise en comportements observables, mettre en place un langage commun dans l'entreprise avec le DISC, créer votre référentiel de compétences et former l'ensemble des managers de votre entreprise à une posture de manager coach. Je vous laisse une petite minute pour répondre. Ne soyez pas timide. C'est anonyme. On a une trentaine de personnes qui ont répondu. Alors, il y a des gens qui me disent pas évident. Ah ouais, choisir se renoncer, c'est pas facile. Alors, il y en a qui ont répondu dans le chat directement. Allez, je vais afficher. Voilà. Vous voyez les résultats? Oui. Oui, en partie. Alors, ce qui revient le plus, c'est former l'ensemble des managers de votre entreprise à une posture de manager coach pour 17% des répondants et ensuite créer le référentiel de compétences. Bon, mettre en place un langage commun avec le DISC, ça parle pas trop. Traduire les valeurs d'entreprise en comportement observable, c'est en 3e position. Et en 4e, écrire ou réécrire un projet d'entreprise qui fait sens. Mais majoritairement, on est sur la posture de manager coach. Ce qui paraît normal quand on est une entreprise, c'est-à-dire que d'un point de vue opérationnel, on se dit, tiens, si nos managers
on les forme à une attitude, les choses vont changer. En réalité, si on fait ça tout seul, on sait, mais c'est par expérience, hein, que ça a des répercussions positives sur les premières semaines ou les premiers mois. Mais en fait, derrière, on est vite repris par le quotidien et la personne qui a eu une formation à un moment donné typée manager coach ou manager apprenant retrouve vite potentiellement ses dérives si l'entreprise ne s'est pas inscrit ou ne s'inscrit pas dans un projet de transformation durable. Et donc souvent d'ailleurs quand on intervient nous en entreprise, on propose un système où en fait pendant 3 mois on va auditer tout ce qui se passe dans l'entreprise de manière à pouvoir au bout de 3 mois faire une recommandation sur des éléments de progression pour l'entreprise sur généralement on essaye, on n'y arrive pas toujours, hein, c'est pour ça que je dis on essaye, c'est vraiment l'objectif à chaque fois de partir sur des recommandations sur 3 ans et étaler en fait un processus RH pendant 3 ans. L'idée étant d'embarquer un maximum de collaborateurs sur ce projet RH à 3 ans avec des éléments très objectifs et des actions qui se mettent en œuvre sur 3 ans. Pourquoi ? Parce que souvent, au bout de 2 ans, on peut commencer à faire un premier bilan et repartir sur un nouveau projet à 3 ans. Alors, ce n'est pas de la manipulation, mais presque. Non, c'est moche. C'est de l'influence positive, voilà. Oui, s'il te plaît, parce que manipulation implique mensonge. Hein. Voilà. C'est de l'influence, en tout cas, pour essayer d'embarquer les collaborateurs à chaque fois sur des nouveaux, où justement, ils sont en train de progresser, ils sont en train de changer d'activité au sein même de leur entreprise. Et ces systèmes-là fonctionnent plutôt bien, hein, en règle générale. Il y a une première année, souvent, quand on démarre, hein, autour des valeurs, une deuxième année justement qui va et valeurs et manager, voilà, une deuxième année sur le côté référentiel de compétences pour les aider à partir d'un état initial et les amener à un état final, et une troisième année où régulièrement, parce que les choses se sont bien passées, il y a des labels qui tombent, des labels RH, etc., qui travaillent le sentiment de fierté des collaborateurs à partager des informations sur l'entreprise pour devenir petit à petit des ambassadeurs de ce qui se passe à l'intérieur de leur société. Voilà, si je dois simplifier et résumer au maximum les systèmes qui sont mis en œuvre autour des 3 ingrédients, parce que finalement, on travaille toujours au final sur les 3 éléments qu'on a cités aujourd'hui, le sens, le plaisir et le développement. Alors, il y a Marina qui disait « Ces résultats font un peu peur, il me semble que le projet est à mettre en premier. » Mais en fait, on ne dit pas que les projets d'entreprise sont tous mauvais. On dit simplement que les entreprises ne savent pas exprimer clairement leurs projets ou ont un défaut de communication vis-à-vis de leurs collaborateurs. Mais si toutes les entreprises avaient un problème de projet d'entreprise, il y a quand même belle lurette qu'elles auraient coulé. Ce n'est pas tellement ça le problème. La problématique, c'est la façon finalement de l'expliquer, ce projet, de le mettre en perspective et de le partager avec un maximum de collaborateurs. Une chose est sûre, c'est que si on avait un conseil à vous donner, et celui qu'on... Alors, Cyril utilisera peut-être une autre expression que la mienne, mais c'est de balayer l'escalier par le haut, quoi. C'est-à-dire, si vous deviez travailler vos orientations stratégiques d'une certaine façon, c'est commençons toujours par la tête, parce qu'en fait, on a tendance à commencer par en bas. Et du coup, on remonte petit à petit, au final, sur des problématiques qui sont plus haut dans l'entreprise. Et c'est pas que l'entreprise n'est pas bonne ou fait pas bien les choses, c'est juste qu'on a du mal à se regarder à ce niveau-là. Donc, balayer l'escalier par le haut, et puis naturellement, vous allez définir des orientations stratégiques à mettre en œuvre assez naturellement. Parfois, ça sera la formation de vos managers, parfois pas. Si votre projet est bien écrit, c'est très bien. Si c'est pas que des mots affichés sur les murs, c'est un peu souvent ça le constat, alors c'est OK. Si vous observez les comportements tous les jours dans l'entreprise qui illustrent ça, c'est que vous êtes prêt à passer à la suite, quoi. Alors, il y avait une remarque de Gay qui disait la question du sens peut être interprétée comme une actualité ponctuelle liée vraisemblablement à la situation des 2 dernières années. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Je pense pas que la question du sens existait. Non, elle existait déjà avant. Je pense qu'elle a été mise en lumière de façon encore plus importante dans les médias et dans notre entourage. Donc, du coup, elle est exacerbée en entreprise, mais elle existait déjà avant.
elle a pas, c'est pas une question qui est apparue en 2020. C'est juste que elle était plus masquée, plus. Oui, les gens, les collaborateurs avaient déjà cette question de sens, ne la dévoilaient pas forcément, Voilà. c'est-à-dire qu'ils ne disaient pas j'ai quitté cette entreprise parce que ça ne faisait plus sens pour moi, alors qu'aujourd'hui ils le crient haut et fort, quoi. Bah, comme toute crise, en fait, ça a redistribué les cartes. C'est-à-dire que la crise qu'on a vécue avec une pandémie mondiale, personne s'y attendait, nous est tombé sur le coin du nez comme ça. Forcément, comme la guerre, comme tous ces événements un peu tragiques et impactants dans la vie des êtres humains, elle a un impact fort sur OK, maintenant qu'on a vécu ça, on fait quoi? Donc ça redistribue les cartes, c'est sûr. Mais si vous regardiez les études sur l'engagement en entreprise avant la crise Covid, c'est loin d'être bon. Hein. Ouais, mais je trouve que ces événements, ils ont quand même un intérêt, c'est qu'au final, ils nous rendent un peu plus humains. Exactement. En tout cas, ils nous obligent à réfléchir différemment. Ouais. Notamment en milieu professionnel. Tout à fait. Tout à fait. Je vais peut-être laisser Cyril conclure. Ça touche à sa fin. Écoutez, avec plaisir. L'idée, en tout cas, aujourd'hui, de vous partager tout ça, c'était de vous dire que si ces éléments dans l'entreprise, et c'est ce qu'on a écrit ici, si tous ces éléments dans l'entreprise, c'est-à-dire réussir à travailler par des actions, vous, le côté Act for Skills, c'était bien l'idée d'action et de mettre en œuvre un certain nombre de choses, des idées d'action autour du sens, autour du plaisir, autour du développement vous parlent. L'objectif, effectivement, c'est qu'on puisse se parler. Et le point d'entrée aujourd'hui dans l'entreprise chez Act for Skills, c'est Blandine, qui est présente ici et qui à chaque fois, se fait un plaisir, en tout cas, d'analyser correctement en amont, parce que c'est souvent ça où il y a un peu le point faible dans l'entreprise, c'est l'analyse au départ de la problématique, plus que du besoin qui est exprimé, qui souvent est un besoin au départ, on dit, de formation, ou tiens, on se pose des questions sur l'évaluation ici, on ne sait pas trop qui fait quoi, comment on le fait, et tout le travail en fait d'intelligence qui est fait sur cette partie conseil au départ par Blandine sur la capacité à simplifier la problématique, nous permet ensuite de mettre en œuvre des systèmes qui rendent simple quelque chose qui au départ paraît complexe. J'ai vu passer dans les messages le côté VUCA qui est réel aujourd'hui. Les entreprises sont dans un système ultra complexe. Le fait justement de ne pas prendre de temps à le travailler, à l'expliquer aux collaborateurs et à le rendre simple, parce qu'en fait, on peut le rendre simple. Je le disais tout à l'heure, la marque employeur ou le sens, c'est des actions auprès des candidats, des collaborateurs et des clients. Quand on a simplifié comme ça et qu'on se dit maintenant, par rapport à la promesse qu'on a écrite, par rapport à ce qu'on dit de faire sur le monde et quelles actions on met en œuvre en face de ça et qu'on le rend cohérent et congruent, en fait, on a simplifié le système au maximum. Et notre travail, c'est de réussir à vous aider à simplifier tout ça. Et donc, si les éléments de sens, de plaisir, de développement vous parlent, n'hésitez pas à prendre contact avec Madame Blandine, qui se fait toujours un plaisir de simplifier les situations. Super. Alors, vous guetterez vos boîtes mail d'ici 48 heures, d'ici jeudi. Normalement, vous allez recevoir un petit mail d'Act for Skills qui va vous envoyer un livre blanc justement dédié à l'engagement. Et en même temps, comme ça, vous aurez les coordonnées de Blandine, Natacha, Cyril, que vous pourrez contacter plus facilement. Et puis, on vous retrouve également sur LinkedIn. Bien sûr. Super. Et ce webinaire, vous retrouverez en replay sur MyRH Line dès jeudi. J'espère que ça vous... Merci en tout cas pour le bon moment. partage, Christophe. De rien. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Blandine, merci Natacha, merci Cyril. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci, À au revoir. bientôt.